La meilleure manière de vendre, c'est de pas vendre. C'est jamais toi qui le vends. Voyez? Bienvenue sur le podcast Comme Julien, l'émission qui conjugue sciences de la communication, psychologie sociale et analyse de cas approfondis. Tout cela dans un seul et même but, découvrir comment mieux convaincre vos clients. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comme Julien. Je suis Julien Carcali. Sujet du jour, qualité émotionnelle et leadership, un cocktail gagnant. Benoît est conférencier depuis 4 ans et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et bien entendu, c'est mon invité aujourd'hui. Il explique à quel point il est important de développer ses soft skills dans notre société interconnectée. Il montre les enjeux d'aujourd'hui et de demain dans un monde en pleine mutation et recommande l'audace pour sortir de sa zone de confort. Bonjour Benoît Chalifou, je suis très heureux de t'accueillir, ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir répondu à ma proposition de podcast. Merci à toi, vraiment. Ça me touche beaucoup et je sens qu'on aura beaucoup de plaisir. Je suis convaincu. Donc, on va parler aujourd'hui notamment de soft skills, un peu de leadership certainement, parce que ça en fait partie. Donc, j'ai une première question tout de suite à te poser parce que c'est une des questions que tu m'as marqué sur le petit document que je te demandais de remplir. Tu as un dicton qui est « la meilleure manière de vendre est de ne pas vendre ». Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben parce que je crois que si on veut vendre à court terme, c'est peut-être la meilleure manière d'agir un peu dans la forme transactionnelle. Donc, je te vends un produit et puis ça s'arrête là. Et puis notre relation, surtout, est à sa ligne d'arrivée. Par contre, si on veut bâtir une clientèle durable, il va falloir probablement voir plus sur le long terme et même des fois avoir l'audace de dire au client, c'est peut-être pas le produit que tu as besoin, tu devrais peut-être même attendre 6 mois. Et ce qu'on est en train de développer, c'est la confiance, c'est aussi l'écoute du client et de ses émotions. Souvent, il ne le sait même pas parce qu'il vit des choses difficiles, etc. Donc, la meilleure manière de vendre, effectivement, souvent, c'est de pas vendre, c'est d'écouter son client, c'est de lui recommander les meilleures choses qui sont disponibles sur le marché, quitte à ce que ça soit un compétiteur. Vous me direz, je suis un peu fou, mais je le crois sincèrement parce que ce que vous êtes en train de créer, c'est une relation pour la vie. Et on parle plutôt de passer d'un mode transactionnel à un mode relationnel. Et encore une fois, peut-être aussi de spécialiser dans des compétences qu'on peut avoir et peut-être redonner les compétences qu'on n'a pas à un concurrent, un compétiteur ou pourquoi pas des gens qu'on connaît. Tout à fait. Puis d'ailleurs, on parle de plus en plus de collaboration et de moins en moins de compétition. En fait, vos plus grands compétiteurs devront être vos plus grands collaborateurs dans les années à venir, j'en suis persuadé. Bon. Et dans un autre podcast qui s'appelle donc Les Machines, tu parles de donner la chance aux coureurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, en fait, vous savez, on parle dans le podcast, on est là aujourd'hui pour parler d'intelligence émotionnelle. Donner la chance aux coureurs, c'est également peu importe qui vous contacte sur votre LinkedIn, Instagram, peu importe le statut que vous occupez au moment où on vous contacte, je trouve que c'est important de toujours donner la chance à la personne qui a envie de te contacter. Déjà, il a pris la peine de vous écrire un message ou de vous aborder. Je pense que le minimum, c'est de lui donner sa chance en le rencontrant, en lui offrant un café ou une discussion simplement. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui ont une intelligence émotionnelle très forte, en général, donnent cette chance aux coureurs et où ils apprennent très rapidement par rapport à d'autres, c'est qu'ils savent capter dans les discussions, finalement, si c'est en adéquation rapidement avec leurs valeurs et s'ils doivent pivoter, arrêter la discussion ou continuer. Et je me suis rendu compte que les gens qui, par notre perception classique, oh non, ça se passera jamais, franchement, regarde sa tenue, regarde la manière qu'il parle, bon, ça manque un peu de tact et tout ça. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, souvent, c'est des gens remplis d'opportunités, avec un cœur en or souvent, mais qui savent juste pas comment s'exprimer ou comment présenter leur service par timidité ou par autre chose. En général, les opportunités sont cachées à travers ces discussions qu'on n'oserait même pas prendre parce qu'on se dit « Oh, je vais pas perdre mon temps avec ». Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est donner la chance aux coureurs, mais
apprenez rapidement parce que justement, le temps, c'est sacré. C'est quelque chose qui aujourd'hui se passe, qui demain ne peut pas être rattrapé. Donc, c'est important d'apprendre rapidement et on se rend compte que nos perceptions nous jouent de vilains tours dans la vie, en fait. Il y en a un qui me vient en tête parce que ça fait 5-6 ans que ça m'est arrivé. Puis grâce à cet événement, aujourd'hui, chaque année, je vais au Cameroun. Un jour, il y a quelqu'un à mon travail, à l'École des sciences de la gestion, qui demande à voir quelqu'un, des relations internationales, tout simplement. Et donc, la secrétaire me connaît très bien, c'est que j'ai toujours envie, justement, d'essayer d'aider à ce que la personne rencontre la bonne personne ou de répondre à ses besoins. Et puis, donc, je vois cette personne et effectivement, comme on dit au Québec, ça volait pas haut, là. J'avais l'impression que, voilà, je vais être poli, mais... Et le monsieur, il dit, écoutez, je suis de passage à Montréal. Il avait un certain âge. Il était à la mi-cinquantaine, là, début 60. Et il me dit, j'aimerais discuter, j'ai une école. Et puis moi, je trouvais ça faisait pas très crédible, quoi. Il aurait pu s'annoncer avant son départ. Mais vous voyez, il y a des fois aussi la classe des générations. Oui. Lui, c'est en physique aussi. Et culturel, tout à fait. Et donc, oui, on a été prendre un café. Je me rappellerai toujours, ça a duré 6 minutes. Parce que dans ma tête, voilà, il n'y avait rien. Et le monsieur, il me dit, est-ce que vous seriez disponible en mai et puis pour donner une conférence sur les soft skills? Et puis, je dis oui, oui. Il me dit, quelle date vous intéresserait? Je donne les dates. Il dit, pouvez-vous me faire un mail? Il me donne une carte qui est un peu chiffonnée. Non. Mais par contre, j'aurais pu m'arrêter là. Mais quand je suis arrivé à mon bureau, j'ai tout de suite, justement, écrit ce petit email avec les dates. Et la chose qui m'est arrivée le lendemain, c'est que le monsieur, il dit, est-ce que ce billet d'avion vous convient? Et là, j'ai été saisi parce qu'on n'avait même pas parlé d'argent ni rien de cela. Et lui, ça ne l'importait plus, là. Il était pas, c'était pas un problème, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est super liés d'amitié. Puis, ça est à notre école de gestion à l'UQAM. Et puis, voilà, ça s'est passé vraiment comme je te le dis. Et puis, ça a été vraiment une belle leçon de vie. D'accord. Et est-ce que tu as eu d'autres opportunités ou d'autres moments dans ta vie où justement tu as fait le cheminement inverse, où tu t'es dit, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et puis, je préfère... Absolument. En fait, je me fais souvent avoir par mes perceptions. Okay. Puis, de toute façon, j'adore prendre un café puis discuter de tout et de rien. C'est un moment que je privilégie dans ma vie parce que c'est un moment où je peux décrocher. J'ai pas de cellulaire, j'ai rien. Puis, on a un beau moment. Et ça va m'amener à une conclusion éventuelle où je dis que finalement, la meilleure manière de vieillir en bonne santé longtemps et autant la santé mentale que physique, c'est de connecter avec les gens. C'est vraiment de connecter sérieusement avec les gens, de laisser toutes les technologies de côté. Et puis, donc, pour rebondir là-dessus, souvent, les gens extravertis, on va penser que c'est des gens avec une intelligence émotionnelle plus développée que les gens introvertis, alors que c'est complètement faux. Et souvent, les gens extravertis sont capables de se vendre comme jamais. Et donc, à un point tel où la personne peut te faire un coup dans ton dos, là, et puis c'est un coup très subtil qui t'a atteint par tes valeurs. Mais, malgré tout, tu lui donnes une deuxième chance parce que cette personne, quand tu le vois, a un tel charisme, une telle énergie que tu tends à oublier. Il faut premièrement, je pense qu'il faut se respecter en tant que personne, connaître ses valeurs. Je tombe souvent, je dis toujours ça aux gens, je dis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous drainent vers le bas dans votre vie. Et je prends toujours le même exemple parce que c'est souvent un cas classique qui nous arrive. Par exemple, votre meilleur ami que vous aviez à 14 ans et qu'à 34 ans, il est encore là, Michel. Mais ce Michel n'a pas cheminé comme tu as cheminé. Les valeurs, évidemment, vous étiez à la croisée des chemins et vous avez pris un chemin différent. Mais vous me dites à chaque fois que je pose la question, oui, mais pourquoi tu restes encore dans l'entourage de Michel? Mais c'était mon meilleur ami à 14 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas pour l'abandonner. Mais en ne l'abandonnant pas, en le gardant dans ton réseau, tu draines toutes tes énergies vers le bas. C'est ne pas te respecter, en fait. Donc, souvent, on est dupé par des relations qu'on engage et qu'on n'apprend pas de celles-ci et qu'on continue, qui se perpétuent dans le temps. Il est dit d'ailleurs qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, oui. C'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, on est la somme des 10 personnes qui nous entourent parce que finalement, on a un tel reach aujourd'hui que, effectivement, 5, c'est encore plus précis, mais c'est une famille de 10 personnes. Déjà, c'est... mais j'abonde dans le même sens. Effectivement. Et donc, ces personnes, comment ils sont connectés avec toi? Oui. Puis, qu'est-ce que tu leur apportes? Et qu'est-ce qu'ils t'apportent en retour? Absolument. Parce qu'il y a toujours un échange. Moment, valeur. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a plein de choses. Et en parlant on va dévier sur les soft skills, mais c'est quand même le sujet de débat.
Pourquoi, selon toi, est-ce si important de les développer? Ben, spécialement en 2019, je vais vous dire, parce que on a des technologies qui ont pris une ascension assez fulgurante. On peut parler de quatre, hein, on peut parler de l'intelligence artificielle qui rend à peu près tout intelligent dans cette pièce. On a aussi le big data qui connecte ta montre avec ton thermostat à la maison, ta machine à laver, etc. Ça existe, hein, c'est vraiment en train d'arriver. On a la réalité virtuelle également qui déplace des objets, hein, et on a vraiment l'impression de revivre le moment comme si on l'était. Et également, on a ce qu'on appelle le big data, une fusion de données et puis à savoir quelle on va prendre. Et ça crée ce qu'on appelle quatre éléments vraiment intéressants. On a l'incertitude du moment, plus que jamais. On a ce qu'on appelle la volatilité. Donc, un marché assez volatile. On ne sait pas trop demain de quoi ça sera fait. C'est pas comme dans les années 80 où c'était plutôt traditionnel. Tout change très vite. Tout change très vite. On a cet élément aussi de complexité, hein, une complexité qu'il n'y avait pas avant, menée par le big data et autres. Donc, on a beaucoup d'informations. Ça devient notre environnement est très complexe. Puis, on a également l'ambiguïté, l'incertitude. Donc, on a ces quatre phénomènes, quatre technologies qui engendrent quatre phénomènes. Et là, on pense que l'intelligence émotionnelle est moins importante. Eh bien non, parce qu'elle devient de plus en plus importante, parce que par incertitude, il va falloir avoir une vision claire. Et avoir une vision claire, nécessairement, les gens avec une intelligence émotionnelle sont capables de s'arrêter et d'avoir une vision pour sa personne, pour sa carrière, pour son sense of purpose, sa raison d'être, mais aussi en entreprise, dans sa carrière. Et ceux qui ont le plus de vision, en général, c'est ceux qui l'écrivent une fois par année ou peu importe. Et c'est ceux qui ont même l'audace de le mettre sur leur frigidaire ou autre. Hein. Et donc, ils le voient inconditionnellement. Ils ne savent pas, mais ils sont en train de se bâtir un chemin pour atteindre ces objectifs. Donc, avoir une vision claire. La deuxième, c'est de savoir communiquer. Plus que jamais, il va falloir savoir communiquer pour justement, dans cette complexité, cette incertitude, cette ambiguïté, que tout le monde nous comprenne et qu'on comprenne pourquoi on le fait. Et donc, dans la communication, on va parler, souvent, on dit, la communication, on le fait par texto maintenant, on le fait par WhatsApp, et ainsi de suite. Mais moi, je dis toujours aux gens, la meilleure manière de communiquer, étrangement, encore aujourd'hui, c'est l'écoute. Mais c'est difficile d'écouter aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en moyenne, au Canada, on passe 5 heures et 7 minutes sur nos écrans. Et ça, c'est une moyenne. Et dans cette même recherche, on a prouvé qu'on fait des allers-retours sur nos écrans. Facebook, LinkedIn, machin. On fait 220 allers-retours. Et encore une fois, c'est une moyenne. Et donc, du coup, comme on est extrêmement mobilisé par toutes ces choses-là, notre taux de concentration a diminué. Et donc, c'est de plus en plus difficile d'écouter. Et donc, l'écoute est la deuxième. Et la troisième, c'est dans cette complexité, la créativité. Être créatif, c'est de me recevoir comme tu me reçus, avec un beau sourire. J'avais envie d'être ici. La créativité est très subtile. OK, c'est pas seulement de promouvoir ou de créer le prochain produit magique qui va révolutionner le monde. C'est ta démarche. Moi, je me rappelle toujours d'une personne qui m'a marqué, un des plus grands gestionnaires de portefeuille. Il gère des portefeuilles de plusieurs millions de dollars. Et il me dit, moi, ma recette magique, c'est que quand je vois les clients, je me suis informé sur ses goûts particuliers en avant-scène. J'arrive avec le mocha ou le café au lait avant même qu'il me l'ait demandé. Et donc, c'est un souci du détail. La créativité, c'est ça aujourd'hui. C'est ce petit souci, ces petites subtilités qui fait que la personne devant toi va se rappeler de toi toute ta vie. Clairement. Tu l'auras marqué Absolument. Et après ça, pour rebondir, le dernier élément avec le big data, il va falloir saisir la bonne information. Et ça, c'est difficile aujourd'hui, parce qu'on en a de l'information. Mais qu'est-ce qu'on va prendre comme bonne information? Et donc, une partie de l'équation, c'est l'intelligence émotionnelle. Et donc, comment tu penses qu'il est possible de la développer, cette intelligence émotionnelle? C'est sûr, il y a deux, peut-être définir l'intelligence émotionnelle en premier lieu. On a ce qu'on appelle la découverte de nos émotions et également de savoir les cultiver, pas les mettre de côté parce que vous savez, de l'information, les émotions, c'est de l'information. Hein? Donc, exactement. Donc, quand on en est conscient, notre cerveau a envie de revenir à l'émotion de base, la joie. Hein? Donc, ne serait-ce qu'être conscient qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut réagir et puis se dire que finalement, si on reste dans mon émotion de colère ou de tristesse, je draine toutes mes énergies autour de ça. Puis le naturel, le commun des mortels, veut retourner à son émotion de base. Donc, en être conscient. Donc, savoir identifier ses émotions et les cultiver. Et dans un deuxième temps, évidemment, et là, c'est un peu plus difficile, c'est savoir naviguer dans les émotions des autres à tout moment
dans l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent qui est très difficile. Moi, j'ai remarqué depuis que tu me fais mon entrevue, la personne qui est à côté dans l'autre cubicule, j'ai tout observé, être dans le moment. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui d'être dans le moment. Et encore une fois, parce qu'on est absorbé par tout un tas de technologies, tout un tas de choses qui se passent autour de nous. Exactement. Mais il y a des manières de le faire. Oui. Quelles sont-elles? Par exemple, premièrement, si on parle de notre conscience de soi, le self-awareness, c'est est-ce que tu t'es posé la question sur tes valeurs, tes croyances? Et est-ce que tu as fait un travail à tous les années? Parce que si tu t'es posé la question à 14 ans et à 34 ans, tu ne te l'es pas encore reposé, ben, tu vas peut-être avoir un portrait très différent de la situation, de ce que tu crois. Donc, tes croyances, tes valeurs, ta conscience sociale, tu es au courant de comment tu es perçu par les autres? Est-ce que tu es au courant? Je vous donne l'exemple typique. Quelle image donnes-tu de toi? Moi, par exemple, je n'ai jamais mis de cravate de ma vie. Et je me suis jamais vraiment posé la question pourquoi jusqu'à temps que je fasse cet atelier que maintenant je mène en entreprise. Quelle image donnes-tu de toi? Et ce que j'ai réalisé, c'est que cette cravate, je la mets pas parce que ça fait très conservateur. Ça donne une image très conservateur. Ça donne une image moins colorée de ce que je suis. J'ai même eu un argument à un moment donné au Cameroun. Il m'a dit, mais elle est où ta cravate? Il y a l'ambassadeur et tout. Je dis, moi, je peux pas mettre de cravate. C'est pas dans mes... C'est pas moi. C'est pas moi. Exact. J'aurais pu. Et là, c'est un bel exemple de dire, écoute, c'est quoi tes valeurs? Puis est-ce que tu vas faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec toi? Et moi, j'ai renoncé à ce moment-ci à mettre la cravate. J'ai dit, bon, je vais mettre un nœud papillon, mais pas de cravate. Je ne suis pas... voilà, ça ne me représente pas. Vous voyez un peu? Et donc là, c'est la première facette, donc la conscience de soi, valeurs, croyances, conscience de soi. Demander à sa douce moitié, par exemple, c'est quoi vos 3 plus grandes forces et vos 3 plus grandes faiblesses? Et en faire autant de votre personne. Évidemment, je ne suis pas responsable des chicanes de couple, mais souvent, ce n'est pas en adéquation. C'est vrai. Et dans un deuxième temps, savoir naviguer dans les émotions des autres, eh bien, ça, c'est évidemment le self-control, le contrôle de soi. C'est également, évidemment, comment vous entretenez vos liens au quotidien, comment le social management, donc comment vous faites la gestion sociale, etc., etc. Mais tout ça, ça prend du temps aujourd'hui. Comment trouver ce temps? Comment arriver à garder cet équilibre, justement, entre le travail et c'est un peu aussi de la réflexion personnelle sur qui on est, qui on veut devenir. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont certainement des enfants, qui n'ont pas le temps de penser à tout ça. Écoutez, j'adore quand tu dis on n'a pas le temps, parce que ce que j'ai réalisé, c'est que the more you do, the more you do. Le plus que tu en fais, le plus que tu en fais. Étrangement, tu as des enfants, tu as un contrat là, tu es freelancer, tu travailles pour une boîte en plus, et puis tu enseignes, et puis ça se multiplie, puis étrangement, tout converge, et plus que tu te développes des mécanismes pour en faire toujours plus. Mais c'est aussi vrai pour l'autre côté de la médaille, où moins que tu en fais, moins que tu vas en faire, et plus que tu es conditionné à en faire moins. Donc, moi, je n'achète jamais cette réalité où on n'a pas le temps. Je pense qu'on doit juste prioriser les choses qui sont importantes pour nous. Puis je pense que le développement personnel en est un élément super important, parce que tout va être en adéquation avec la motivation que toi, tu t'es donné. Est-ce que tu t'es donné une motivation interne, c'est-à-dire une motivation vraiment où il y a de la joie, il y a du plaisir, où tu fais les choses parce que tu as un grand plaisir à le faire, comme tu le fais en ce moment? Toi, tu es nécessairement, avec ce podcast, dans une motivation très interne. C'est pour ton plaisir, c'est pour donner du sens à ce que tu fais. Exact. Et il y en a d'autres qui vont faire un podcast parce qu'ils voient une récompense ou ils voient un ego. C'est-à-dire que je vais montrer aux autres ce que je fais. Ouais. Et donc là, c'est plus pour les égos ou c'est parce que c'est profitable, donc c'est pour la récompense. Mm-hmm. Pourtant, on est tous motivés, mais différemment. Et donc, si on n'a pas cette conscience de qui on est, de comment on réagit dans toutes sortes de situations, certainement celles remplies d'adversité, eh bien, on n'est pas capable d'enclencher cette motivation, celle que tu possèdes aujourd'hui, qui te permet d'être rigoureux, professionnel et remplir ton podcast de plein d'épisodes de qualité. Bon, est-ce qu'il est possible de mettre en avant des soft skills et comment on le fait? Oui. En fait, par exemple, l'empathie est un élément qui est très intéressant et très recherché aujourd'hui. Donc, comment on fait? Je pense que tout simplement en s'intéressant aux autres, puis l'empathie, c'est un peu ça, c'est de se mettre à la place des autres, d'être curieux. Aussi, on peut parler de curiosité, parce que plus que tu es curieux envers les autres, plus que tu vas en apprendre sur les autres, et plus que tu en apprends sur les autres, plus que tu as des connaissances qui te permettent de débuter une discussion avec n'importe qui, en fait. Et finalement, on se rend bien compte que quand on parle de soi, on travaille sur notre ego, parce qu'on se connaît, qu'est-ce que ça nous donne?
Pas grand-chose. Donc, Pas grand-chose si on est tout seul, c'est sûr. donc, comment mettre de l'avant? Ben, s'armer de curiosité. S'armer également d'un contrôle de soi quand on vit des émotions troublantes avec d'autres qui réagissent à quelque chose d'une manière un peu étrange, ben de dire il y a peut-être quelque chose que je connais pas. Encore une fois, ça revient à l'empathie. En fait, c'est un mode de vie, j'ai envie de dire, l'intelligence émotionnelle. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, eh bien, regarde, de 18h à 21h, je vais avoir des soft skills et puis après ça, quand ma femme arrive de travailler, ben, au yab, les soft skills. Donc, je pense que la meilleure manière de débuter, pour répondre, désolé de la longue réponse, mais c'est de commencer avec les gens qui vous entourent, votre douce moitié, vos amis, etc. C'est ceux-là qui sont les plus propices à vous donner les meilleurs indicateurs que si vous êtes dans la... Moi, quand j'arrive à la maison, je sais sur un petit regard, j'ouvre la porte, je regarde ma femme, je sais si je dois m'orienter vers la vaisselle ou je peux aller me reposer au divan, je le sais. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir cette intelligence émotionnelle en couple, avec nos amis les plus proches, avec notre famille, impossible de l'avoir en entreprise. Impossible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très, très, très important d'avoir l'audace de toujours se remettre en question et d'accepter la critique parce que la critique, c'est quelque chose de très riche quand elle est constructive. Ouais, clairement. Il y a toujours quelque chose à saisir d'une critique. Il ne faut pas la prendre personnelle. Il faut la prendre comme quelque chose de... Il faut la prendre comme quelque chose d'authentique qui est dans un objectif d'amener notre personne ailleurs, à un autre niveau. Une amélioration. Exactement. OK. Petite question, parce que je sais que tu as participé à l'écriture du livre d'Hasoun Camara, Saisir sa chance. Ma question, c'est comment ça s'est passé la rencontre et est-ce que tu as certainement utilisé des soft skills particulières pour pouvoir créer cette relation avec lui? C'est un très beau case study, je dirais. C'est un très beau business case pour tous les gens qui ont envie de comprendre comment l'intelligence émotionnelle se transige au quotidien, à commencer par vos projets les plus fous. Je vous demanderais peut-être à tous de fermer les yeux quelques secondes et de vous poser la question, quel est le projet le plus fou que tu as tenté ou que tu rêves d'accomplir dans ta vie, mais que tu n'as jamais eu l'audace de même mettre le premier pas? Une fois que c'est trouvé, essayez de penser à une personne que vous rêviez de rencontrer, que vous n'avez jamais rencontrée, mais que vous rêvez de rencontrer. Une fois que c'est fait, ben, je vais vous demander, je vais vous affirmer que vous êtes à peu près à 3-4 personnes de rencontrer la personne que vous rêvez de rencontrer, spécialement avec les technologies aujourd'hui, les réseaux sociaux, et que vous êtes également à 3-4 étapes de réaliser le projet le plus fou. Et je rebondis sur mon histoire, cette histoire du livre « Saisir sa chance » qu'on a écrit, moi et Hasoun Camara. Tout a commencé, moi j'avais 17 ans, donc ça fait très longtemps. J'avais encore des cheveux à cette époque. Ça avait commencé avec l'idée que j'ai toujours dit à mes parents que j'allais écrire un livre. J'ai toujours eu cette obsession de dire, ben moi, j'aimerais ça avoir cette empreinte et puis d'écrire un livre. Mais pendant toutes ces années, j'ai jamais même mis l'orteil dans l'eau. C'est-à-dire, j'ai même pas réfléchi à comment j'allais le faire. Et par ailleurs, à cette même âge, à 17 ans, je me rappellerai toujours, j'étais un grand fan de Chelsea pour l'unique raison que Didier Drogba était l'attaquant prolifique à cette époque. Tu as dû être content quand il a dû arriver à Montréal. Ben, bien sûr, exactement. Et où je veux en venir là-dessus, vous allez me voir aller, plusieurs années plus tard, hein, on parle de plus de 15 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard, il y a quelqu'un dans mon entourage qui s'appelle Reda Agouran, qui est un ancien de l'Impact également. Il vient me voir, on se connaît depuis quelques temps, on joue au ballon de temps à autre, et il me dit, tu devrais rencontrer Hasoun Camara, vous avez les mêmes valeurs. On arrête ça ici. Le mot « valeur » est important parce que c'est exactement comme il me le dit. Et si vous vous rappelez, au départ, je dis il faut se connaître, il faut connaître ses valeurs, etc. Et quand les valeurs sont en adéquation, ça donne envie de fréquenter une personne parce que ben, vous allez cheminer probablement de la même manière et vous avez des objectifs communs. Et donc, je dis, ben, bien sûr, ça me fait plaisir. À cette époque, il était encore en train de jouer au ballon. C'était sa dernière saison. Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs Hasoun Camara, le joueur avec le plus de minutes avec l'Impact. Donc, je le rencontre et moi, je fais un peu comme tu fais, hein, poser plusieurs questions. Et à la fin de notre discussion, que je connaissais pas le monsieur. Il devait se dire, mon Dieu, il est vraiment curieux, ce mec. Mais à la fin, je lui dis, Hasoun, tu devrais vraiment écrire un livre, mais pas sur ta biographie, parce que ça fait trop classique. Tu devrais écrire un livre faisant le parallèle entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Parce que Hasoun, tu n'as jamais été un athlète de haut niveau. Certes, tu l'as été, mais tu as vraiment été un entrepreneur à l'état pur. Et c'était pour aussi stimuler, motiver, inspirer la jeunesse et aussi des gens peut-être moins jeunes, mais qui ont envie de se lancer un jour et d'y croire. Et ça s'arrête là, mais les joueurs professionnels ont des têtes de cochon. C'est des gens, là, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi. Le lendemain, il m'appelle, on se connaissait pas, hein, il m'appelle, il dit, Benoît,
j'aimerais écrire ce livre, mais avec toi. Et donc, dans cette même soirée, je dis à ma douce moitié, je dis, il y a Assoun qui me parle d'écrire un livre, je le connais à peine, c'est un peu fou comme projet. Et en plus, c'est moi qui lui ai proposé. Et donc, c'est un peu paradoxal. Et ma femme a dit, mon Dieu, que t'es menteur en conférence. J'ai dit, comment ça? Elle dit, parce qu'en conférence, tu dis que c'est important de sortir de sa zone de confort. En fait, c'est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle pour toujours se redécouvrir et puis pour toujours avancer, pour se découvrir des talents cachés, pour se trouver des opportunités et des fois se péter la face. Et je dis, mais t'as bien raison. Et je peux te dire que ma douce moitié l'a regretté parce que toute l'année, là, je me suis mis à fond dans ces... ouais, bon, je l'ai vu, mais je peux te dire qu'elle en a entendu parler plus souvent qu'autrement. Par ailleurs, donc, je rappelle à Assoun et je dis, Assoun, tu sais quoi, on va le faire. Il dit, parfait, je te lance ça dans ta cour, organise-toi pour trouver un éditeur. Et il me raccroche. Je dis, mais comment je vais faire ce truc? Et là, moi, je réfléchis tout haut. Je suis dans ma voiture avec mes enfants en arrière. On vient de raccrocher. Je dis, qui que je peux, en fait, aborder dans mon entourage qui a déjà écrit un livre? Et je pense à une personne que j'estime beaucoup qui s'appelle Daniel Henkel. Daniel Henkel a écrit 2 livres. Donc, je l'appelle et je lui explique mon projet. Elle adore. Et pour ceux qui connaissent le moindrement Daniel Henkel, c'est une personne extrêmement disciplinée. C'est d'ailleurs une des grandes qualités qui est très peu mis de l'avant dans l'intelligence émotionnelle, de dire ce que vous allez faire, mais surtout de le faire. Il y a tout un écart. Et l'intelligence émotionnelle, les gens qui ont une intelligence supérieure à la moyenne, c'est des doers. C'est des gens qui ont trouvé au fil des années des mini-routines qui se déploient dans tout ce qu'ils font. Et Daniel Henkel adore mon projet. Elle dit, je vais te mettre en contact avec Québécois, je te reviens. Mais elle, quand elle raccroche, c'est ce qu'elle fait immédiatement, pas dans 3 mois. Et qu'est-ce qui arrive? 20 minutes plus tard, je reçois un appel de Québécois. Bonjour, je suis telle personne de Québécois. On m'a beaucoup parlé de votre projet. Vous avez 20 minutes pour me vendre l'idée. Et là, il y a mes enfants qui pleurent dans la voiture et je suis un peu dans l'embarras parce que l'idée est dans ma tête. On est en mars 2018 à ce moment-là et à la fin, elle me dit « J'adore votre projet, on embarque, vous devez livrer pour mars 2019 » et elle raccroche. Et là, j'appelle Assoun, excusez mon langage, mais je lui dis, Assoun, nous sommes dans la merde parce que on n'est ni toi ni moi un écrivain et on n'a jamais eu d'expérience dans ce domaine et on doit livrer dans une année, jour pour jour. Et en fait, vous avez bien compris, quelqu'un qui veut éditer, qui veut faire un livre, qui veut se faire éditer, là, il doit cogner aux centaines de maisons d'édition. Et encore, si on lui répond, moi, un coup de fil. Pourquoi? Parce que Daniel Henkel, c'est une personne que je connais depuis longtemps et on s'entraide constamment. On crée de la valeur chez chacun et on s'entraide, on maintient le lien. Et on ne parle pas que d'argent, là. Bien sûr que non, on ne parle jamais d'argent. Et c'est de créer de la valeur chez vos contacts, chez vos relations. Et eux ont envie par la suite de vous aider. Et quand c'est des gens qui ont déjà écrit un livre, comme Daniel Henkel, qui est quand même très connu dans le monde des affaires au Québec, ça amène ce qu'on appelle la crédibilité. C'est pour ça que je dis la meilleure manière de vendre, c'est de ne pas vendre. C'est jamais toi qui le vends. Vous voyez? Moi, quand la dame m'a appelé, le projet était vendu avant même que je m'exprime. C'est ça qui est arrivé. Et donc, quelques semaines plus tard, on signe le contrat avec l'éditeur Québécois et on se lance dans l'écriture vraiment de manière très difficile, là, parce qu'on célébrait chaque victoire. C'est très difficile. On est 2 déjà dans l'équation, on n'est pas 1. Il y a toutes nos manières de voir. Il est français d'origine, je suis québécois. On a des manières de s'exprimer différentes. Donc, il y a eu beaucoup d'enjeux. C'était votre première... Absolument. Votre premier ouvrage. Absolument. Et puis, pour faire une histoire courte, bien qu'elle n'était pas courte, en décembre, au moment où on est dans les détails, là, donc de page couverture et autres, Assoun, il dit, moi, je vais demander à Didier Drogba, qui est un très bon ami à moi, de faire la préface. Mm-hmm. Et donc, pour rebondir avec tout ça, quand vous allez voir le livre, sur la page couverture, il y a mon nom, il y a le nom d'Assoun et puis il y a le nom de Didier Drogba. Et ça rebondit sur ce qui s'était passé dans ma tête à 17 ans, où je rêvais de rencontrer Didier Drogba, évidemment, chose faite par le livre, et où je rêvais d'écrire un livre. Et c'est pourquoi je vous dis ça, c'est toute une histoire de tout converge. L'intelligence émotionnelle, tout converge. Vous créez de la valeur chez les autres, vous les écoutez, vous les aidez à s'accomplir, vous vous aidez vous-même sans vous en rendre compte. Vous vous développez de l'empathie, vous vous développez de l'ambition, vous vous outillez pour réaliser vos plans de carrière, à commencer par vous connaître vous-même et également bonifier toutes vos compétences interpersonnelles.
Formidable. C'était un bel exemple, en tout cas, de vie. J'imagine que ça a dû être une tranche de vie assez impressionnante cette dernière année. Oui, c'était super. Vraiment, je suis vraiment grateful. Je reconnais beaucoup ce que la vie me donne au quotidien. Puis ça, c'est une autre affaire que je fais beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de manières de développer son intelligence émotionnelle au quotidien. Par exemple, écrire un journal de bord sur toutes les choses qui te satisfassent à tous les jours, quoi. Un journal de reconnaissance. Oui. Les gens trouvaient, bon, moi, je suis pas là-dedans, c'est psychopathe. Mais je suis désolé, ça ne l'est pas. Non, par ailleurs, aussi, avoir une vision pour dans tes 3 mois, dans 6 mois. L'écrire, ne serait-ce que l'écrire, ça vous bonifiez vos chances de réussir. Et si vous le mettez en quelque part où vous allez le voir au quotidien, ben, les chances s'accélèrent encore une fois. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent vous permettre justement de passer de l'idée à l'action de tous les projets que vous avez les plus fous. Et sachez que les projets les plus fous se font jamais seuls. C'est toujours en équipe, en groupe. Et souvent, l'intelligence émotionnelle, la première facette qui est par rapport à vous, en général, c'est bon, on est capable de comprendre comment ça fonctionne et rapidement, on est capable de s'outiller pour bonifier notre connaissance de soi. Mais le revers de la médaille, naviguer dans les émotions des autres, c'est vraiment difficile parce que, rappelez-vous, on est de moins en moins conscient du moment dans lequel on se trouve. Et plus qu'on se pratique, plus qu'on est capable de capter cette conscience sociale, c'est très simple, 2 outils, l'observation et l'écoute. Aussi simple que ça. Oui, ça paraît presque simple, en fait. Ben, ça l'est, par contre, avec tout ce qui nous entoure. Mais il y a des trucs. Lâchez votre téléphone si vous avez des difficultés de discuter en famille. Ben, moi, j'ai un truc. J'arrive à la maison, mon téléphone reste dans mon manteau jusqu'à temps que tout le monde dort. Et puis là, je reprends ma vie technologique, si je peux dire. Tu as parlé d'outils et ça fait un petit un pont vers la question flash que tu as choisie, ou les questions, mais la première, c'est si tu avais un tableau sur lequel afficher quelque chose chez toi, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Ça serait un tableau vierge avec un feutre où vous pourriez écrire à chaque 3 mois les choses que vous avez envie de changer, les choses que vous avez envie de faire et les choses que vous avez envie de laisser comme ça. Et chaque fois, d'être dans le détail, pas juste de le faire pour le faire, mais de le faire avec une certaine réflexion, parce que vous allez toujours passer devant ce tableau et ça va vous rappeler les choses que vous avez à faire dans votre journée pour justement être le plus près possible de vos objectifs. Ça me rappelle quelque chose. Pendant un temps, j'écrivais justement toutes les semaines ce que je voulais être, ce que je voulais faire et ce que je voulais avoir. Et typiquement, ce tableau pourrait représenter ça. Ben, bien sûr. C'est le genre de choses que moi, je lisais tous les jours. Ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui parce que c'était ce que je voulais faire. Par ta business, par aussi ton podcast. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ton podcast est un exemple très intéressant. Prenons-le. Par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui font des podcasts, mais la qualité d'un podcast, évidemment, c'est par les questions, c'est par la recherche que tu as fait, mais c'est également par la constance. Pour capter ton auditoire, il faut que cet auditoire se nourrisse par un podcast à chaque temps X. Et je suis certain que tu es doté d'une autodiscipline hors pair. Tout à fait. Et l'autodiscipline, les gens souvent ont beaucoup de difficultés avec ça. D'ailleurs, juste les premières questions flash que tu m'as posées, pour le faire, il faut être discipliné. Parce que vous allez être capable de le faire une fois. Mais est-ce que vous allez être capable de le faire systématiquement? Je vais vous donner un exemple. On dit qu'une routine, ça prend 30 jours. À peu près. 21, 30, peu importe. Et souvent, cette routine-là, avant que ça s'imprègne de notre quotidien, ça prend plus que 30 jours. Donc, il faut se connaître. Et il faut commencer avec une mini-routine, la plus petite possible. Un petit caillou. Un petit caillou. Moi, mon petit caillou, depuis que j'ai 14 ans, c'est 30 push-ups quand je me lève. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça se transpose dans tout ce que je fais. Tu me demandes quelque chose, c'est certain que je te le retourne. Impossible que je te le retourne pas. Impossible. Ça devient, je vais te présenter à telle personne, mais je te l'ai dit, c'est impossible de ne pas le faire. Pour moi, il y a un problème. J'aime mieux créer l'effet wow, rien te dire et le faire. Donc, pour la première question flash, c'est bien beau de dire ce que j'ai dit, mais vous allez devoir vous nourrir, en fait, vous outiller d'une mini-routine. Et c'est pas d'aller aux toilettes ou d'aller prendre un café le matin. Non. C'est quelque chose qui vous demande un effort. Il y en a qui font 5 minutes de méditation. Il y en a qui font des to-do lists. Il y en a qui font des push-ups. Il y en a qui font leur lit. Bien, faire le lit, c'est une mini-routine en soi. Clairement. Je dois avouer, je ne le fais pas, moi. Moi, c'est mes 30 push-ups. Vous voyez un peu? Chacun son truc. Et puis, si vous en faites trop, bien, vous risquez de ne plus rien faire. Donc, dans ce cas-là, il faut réduire la liste. Exactement.
Exactement. Deuxième question, avant de terminer. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre dans le monde professionnel? En fait, c'est une super question. Premièrement, assurez-vous de connaître vos valeurs, vos croyances. Je rebondis sur un exemple, un de mes bons amis qui est président d'entreprise depuis des années, une des multinationales en Afrique. Un jour, je lui avais demandé, mon Dieu, tu as dû être heureux toute ta vie avec tout ce que tu as fait. Il dit, tu déconnes. Le pire moment de ma vie, ça a été quand j'étais PDG de Philip Morris. Philip Morris, c'est une entreprise qui vend des cigarettes. Moi, sur le coup, je n'avais pas cliqué. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que je vendais des cigarettes. L'importance de connaître ses croyances, ses valeurs et évidemment, s'il vous plaît, faites votre devoir sur l'organisation pour laquelle vous appliquez et surtout, oui, l'organisation, est-ce que c'est en valeur, en adéquation avec vos valeurs, vos croyances, mais surtout, trouvez-vous un bon boss. Parce que finalement, ce n'est pas nécessairement l'organisation, c'est un bon boss qui va vouloir vous faire fleurir, épanouir, vous faire avancer. Le meilleur boss qui soit, c'est un boss qui souhaite que vous le dépassiez. C'est ça. Donc, trouvez-vous un bon boss. Quelqu'un sur qui vous pouvez prendre exemple en plus. Absolument. Et quelqu'un qui vous fait confiance. Quelqu'un qui vous fait confiance. Donc, ne trouvez pas quelqu'un qui va faire du micromanagement. Ne trouvez pas quelqu'un qui ne vous calcule pas plus qu'un autre. Trouvez quelqu'un qui a ce souci de connecter avec vous. Trouvez aussi quelqu'un qui a ce souci de vous faire épanouir. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Je te laisse le mot de la fin pour ce podcast. Ben écoutez, un grand merci de m'avoir accueilli. J'ai envie de dire à l'auditoire que finalement, l'intelligence émotionnelle, ça ne s'adresse pas aux intras ou aux extravertis, ça s'adresse à tout le monde et que la meilleure manière de commencer, c'est de commencer à faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc, sortez de votre zone de confort. Merci, Benoît. Merci. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien sur votre lecteur de podcast préféré. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.